C'était la météo sur France 3 avec la DromeTourisme.com. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce Journal des Alpes. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Un jeune échirolois retrouvé mort au volant de sa voiture avec une balle dans la tête à Dijon. Il a été atteint lors d'une fusillade dimanche soir dans une zone d'activité. La prise en charge des handicapés sur les pistes, ça s'apprend. Au Corbier, en Maurienne, les élèves du lycée des métiers de montagne de Saint-Michel-de-Maurienne appréhendaient cette clientèle spécifique avec un plaisir communicatif. Enfin, en Haute-Savoie, une lueur d'espoir pour la clinique de Cluses. Un groupe privé lyonnais prévoit de construire un pôle médical en collaboration avec l'hôpital de Sallanges. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, un nouveau scandale de maltraitance des animaux dans un abattoir du Pays Basque. Une vidéo choquante qui pousse le ministère de l'Agriculture à ordonner des inspections dans toute la France. Et puis, un stade de France ultra sécurisé ce soir pour le match France-Russie. Un véritable test à l'approche de l'Euro 2016. Mais d'abord, cette découverte réalisée par des chercheurs grenoblois sur les fameux papyrus d'Herculanum. C'est la seule bibliothèque de l'Antiquité romaine retrouvée à ce jour. La plupart de ces papyrus sont illisibles parce que déformés lors de l'éruption du Vésuve. Mais un fragment de texte a permis d'identifier une encre métallique et ça change tout. Le reportage de Xavier Schmitt et Franck Sironi. La surprise est totale pour les scientifiques. Ils pensaient que l'encre utilisée dans l'Antiquité était à base de suie. Et voilà qu'ils découvrent une encre métallique. C'est du plomb que contiennent les lettres grecques dévoilées sur 2 fragments de papyrus. On pensait que l'introduction du métal dans l'encre dans notre civilisation arrivait à partir du 5e siècle de notre ère. Ce qui veut dire que là, ça nous permet de faire reculer cette date de l'introduction du métal. Et en plus, c'est un métal différent que celui qui est utilisé, qui était en général utilisé au Moyen-Âge, etc., qui était une encre à base de fer. Le laboratoire, c'est le synchrotron européen, une sorte de super scanner. Ces rayons X permettent d'explorer le cœur de la matière et de décrypter les célèbres rouleaux de papyrus d'Herculanum. Des livres antiques jusqu'ici illisibles. Ils ont été carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. En 2015, 2 mots de grec ancien et presque tout l'alphabet ont été déchiffrés dans la masse d'un papyrus. Aujourd'hui, nouvelle avancée avec la composition de l'encre. Déjà dès l'Antiquité, on savait qu'en rajoutant certains composés de plomb, on pouvait accélérer le séchage. Donc maîtriser, avoir une réaction de séchage très rapide. Et à mon avis, le plomb a pu être ajouté dans l'encre dans ce but-là, d'avoir une encre qui s'applique et qui sèche. La présence de plomb est aussi un atout scientifique. Cette concentration qui est relativement élevée va nous permettre d'élaborer des nouvelles expériences qui, je l'espère, nous permettront d'avoir un meilleur signal, un meilleur contraste entre l'encre et le papyrus. L'histoire de l'écriture pourrait être bouleversée, mais au-delà des échantillons analysés, les chercheurs doivent vérifier que l'encre métallique était bien répandue dans l'Antiquité. Voilà, tout un mystère. Je vous le disais, beaucoup de questions se posent aujourd'hui concernant le meurtre d'un jeune échirolois dimanche soir à Lyon. Le jeune homme de 25 ans a reçu une balle dans la tête alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, pris pour cible au cours d'une fusillade avec les passagers d'un autre véhicule. Le reportage d'Anne Berger à Dijon et Joël Serroni et Dominique Semet à Grenoble. Décédé hier matin des suites de ses blessures, Idriss Khalid vivait ici, chez ses parents à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Né au Maroc, âgé de 25 ans, il a été pendant plusieurs mois le gérant de ce café. Le jeune homme était connu des services de police. Il avait été mis en cause pour des faits de recel de vol, pour des faits de violence envers l'autorité publique et il avait été condamné, alors certes il y a quelques années, par le tribunal pour enfants de Grenoble, donc c'était en 2009, pour des faits de destruction du bien d'autrui par moyens dangereux, des faits qui avaient été commis en 2007.
Les raisons de la présence d'Idriss Khalid dimanche à Dijon ne sont pas clairement établies, pas plus que les circonstances de la fusillade qui lui a coûté la vie. Seule certitude, il n'était pas seul à bord de la Peugeot 208 qui a terminé sa course sur un terre-plein. Un automobiliste a clairement vu un individu en sortir et partir à bord d'une autre voiture. Un homme qui n'a toujours pas été identifié. Pas plus que les occupants du véhicule d'où sont partis les tirs en direction de la 208. La police judiciaire, qui poursuit ses investigations, a décidé de lancer un appel à témoins. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de recenser les témoins qui auraient pu voir le 27 mars, vers 20h, une course-poursuite entre deux véhicules, à savoir le véhicule 208 de la victime et un autre véhicule non identifié pour le moment. Ça, d'une part, sur la rocade Est, et d'autre part, à partir du quartier des Grésilles, où la victime avait sa famille. Toutes les personnes qui pourraient apporter des renseignements utiles à l'enquête sont invitées à appeler le 03 80 44 58 70. Cela fait plusieurs mois que leurs postes sont menacés par la nouvelle politique du conseil départemental de l'Isère. Les éducateurs de rue grenoblois se sont invités à la pause de midi sur le parvis de l'hôtel du département pour un pique-nique revendicatif. Et ils ont reçu le soutien de quelques jeunes qui vivent dans la rue. Françoise Gué, Gilles Ragri. Accompagnés de leurs chiens, Julie, Sid et d'autres jeunes de la rue sont venus soutenir Sophie, éducatrice dans le centre-ville. Ils se connaissent bien. Sid et Eddy, ça fait 5 ans qu'on les accompagne. Donc moi je suis arrivée il y a 5 ans sur l'équipe du centre-ville non résident. Et Julie depuis cet été. C'est ça, voilà. L'été dernier. Dès le 1er avril, Sophie ne sera plus leur éducatrice pour 2 raisons. D'une part, son secteur n'est pas considéré comme prioritaire. D'autre part, l'intervention des équipes éducatives se limite désormais aux mineurs. Les 18-25 ans ne sont plus concernés. Moins de 25 ans, on a quoi? On n'a rien. On est vraiment à la rue. Les gens ils nous traitent comme des merdes parce qu'on n'a pas assez d'expérience, parce qu'on fait la manche, parce qu'on a des chiens, tout ça. Et elle nous aide dans toutes les démarches. On a des chantiers éducatifs pour nous réinsérer dans la vie active. Enfin, vraiment, c'est... J'avais aucun projet, absolument aucun projet. J'étais parti à la rue pour faire la fête. Et après avoir rencontré le CODAS, j'ai commencé à monter plein de projets, passer mon permis, acheter mon camion, parce que ce que j'aimais c'était voyager. Derrière, j'en suis même venu à l'idée de passer la formation en cuisine qui m'ont fait découvrir pour justement mon camion en faire un food truck, pourquoi pas, et du coup me permettre d'avancer dans la vie sans dépendre du RSA, sans dépendre de la Manche, aller vraiment de l'avant, construire quelque chose. Ne pas abandonner les 18-25 ans, il serait plus de 3000 dans le département. Rester présents sur tous les territoires, les professionnels de la prévention spécialisée s'inquiètent d'autres mesures. La baisse des budgets, mais aussi le recentrage de leurs actions sur le décrochage scolaire et la prévention de la radicalisation. Une délégation a été reçue à la mi-journée au conseil départemental. Le débat est ouvert, mais les interrogations restent en suspens. Voilà, et l'élu chargé de l'action à l'insertion et à la solidarité n'a pu recevoir notre équipe de reportage qu'en toute fin d'après-midi. On écoute la réaction de Sandrine Grand. Nous avons dû faire des choix politiques et nous avons fait le choix de recentrer la prévention spécialisée à la fois sur les quartiers politiques de la ville et en même temps sur la tranche d'âge qui est de la compétence du département au titre de la protection de l'enfance, c'est-à-dire les 18-21 ans. Par ailleurs, tout le travail que nous avons mené, c'est d'aller chercher des cofinancements pour essayer de maintenir un maximum d'éducateurs. Les cofinancements sont en très bonne voie, puisque dans le cadre des négociations, il y a déjà des communes qui sont prêtes à financer des postes, à cofinancer des postes avec le département pour maintenir une action sur certains quartiers. Souvenez-vous, c'est l'un des dossiers santé importants de la Haute-Savoie, la clinique des Grandes Alpes à Cluses. Elle a perdu d'année en année de nombreuses autorisations délivrées par l'Agence régionale de santé. Ce matin, Noalis, le groupe d'hôpitaux privés lyonnais, a annoncé de bonnes nouvelles. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Ce service de premier recours accueille les patients de 8h à 22h et le centre ne désemplit pas. Mais pourtant, depuis 1974 et sa création, la clinique de Cluses a connu 4 liquidations, perdu de nombreuses autorisations. Elle est passée de 150 à 10 salariés aujourd'hui. Des salariés qui n'ont pas cessé de se battre pour maintenir une offre de santé efficace. Les autorisations de chirurgie ambulatoire et de pharmacie viennent d'être renouvelées par l'Agence régionale de santé en attendant l'autorisation
essentiel de médecine. Le dossier de médecine est déposé cette semaine auprès de l'agence. Elle a 6 mois pour l'instruire. Elle nous a donné un accord de principe sur le dossier de médecine, ce qui nous permettra d'avoir les 2 volets nécessaires au bon fonctionnement du service d'urgence, un accueil chirurgical avec la chirurgie ambulatoire et un accueil médical pour les patients qui nécessitent une hospitalisation pour des problèmes médicaux. Car le projet imaginé par le groupe privé Noalis est un pôle médical complet qui fonctionnera en collaboration avec l'hôpital de Sallanges, toute proche. La construction de la clinique des Grandes Alpes, nouvelle génération, pourrait voir le jour sur ce terrain de 20 000 m² à 2 pas du centre-ville. Un outil indispensable pour tenter de lutter contre la désertification médicale du secteur. Quand on a un départ d'un médecin généraliste, il n'est pas renouvelé. Il n'y a pas de succession à un médecin généraliste. Donc ça veut dire pour certaines personnes, pour certains habitants de Cluses et puis de l'ensemble de la vallée, parce que c'est vraiment un problème de vallée, ça veut dire qu'ils n'ont plus de médecins traitants. Des nouvelles perspectives qui pourraient attirer les médecins généralistes dans ce centre pluridisciplinaire qui devrait ouvrir ses portes début 2019. Après la polémique sur l'eau de vif la semaine dernière, la contamination bactérienne avait provoqué, vous le savez, une vague de gastro-entérite. Eh bien, l'heure est au nettoyage des cuves. La métro se plie aux exigences de l'Agence régionale de santé. Mais du côté des habitants, difficile de retrouver la confiance. Le reportage de Anne Diard et Grégory Lespinasse. Le nettoyage de la première cuve a démarré. Vidée, elle est passée au Karcher, puis désinfectée avant d'être remise en eau avec les analyses qui s'imposent. Dans les jours qui viennent, les 10 cuves alimentées par la source de l'Échaillon, source à l'origine de la contamination, vont subir le même traitement. Ça fait partie des mesures qu'on prend et qu'on s'est engagé de prendre auprès de l'ARS pour permettre de nettoyer, d'enlever éventuellement les résidus de bactéries qu'il pourrait y avoir dans le réseau, sachant que déjà, au préalable, on a purgé un certain nombre de conduites, notamment au niveau des écoles où les particuliers ont fait en sorte de faire couler l'eau, de telle manière à enlever éventuellement les bactéries qui pouvaient s'y trouver. Parallèlement, pour garantir une eau potable, les taux de chlore ont été relevés et des prélèvements sont effectués quotidiennement pour analyse. Pas suffisant pourtant pour rassurer tout le monde. Le traumatisme est important notamment pour Vanessa, malade depuis 15 jours avec ses enfants. On ne sait pas, on attend. Donc on est malade, chacun chez soi. On est tous malades parce qu'on est vraiment nombreux sur Vif. Et on a été malade ou on est malade et on n'a pas d'infos et on ne sait pas. L'origine de la contamination n'est pas encore déterminée. Pour en savoir plus, l'Agence régionale de santé a lancé une grande enquête épidémiologique. Mais selon ce médecin, elle n'aboutira pas forcément. Elle peut ne rien donner et ce n'est pas parce qu'on essaye de cacher quelque chose à la population. Nous avons probablement fait des examens tôt dans l'épidémie, mais avec des examens qui étaient un petit peu trop généraux. Et lorsque nous avons été prévenus qu'il y avait une contamination dans l'eau, nous avons fait des examens plus poussés, demandé ça au laboratoire. Mais je pense qu'on était un peu trop tardif par rapport à la période de contamination. Épandage, fonte des neiges, problèmes techniques, rien n'est écarté. Les résultats de l'enquête ne seront pas connus avant plusieurs semaines. L'épidémie, elle, se termine. On part à Romans-sur-Isère pour une renaissance, celle de l'usine Jourdan, la fameuse marque de chaussures française. Les bâtiments sont vides depuis 2008 et la fermeture de l'usine, eh bien, c'est une autre marque 100% Made in France qui s'installe prochainement sur le site, le fabricant de jeans 1083. Hugo Chaplon et Stéphanie Huon. Thomas Hurier se voit déjà dans ses locaux. Son projet, réhabiliter l'ex-fleuron de la chaussure romanaise pour y installer son entreprise de jeans et baskets 100% Made in France. Production, logistique, bureau. L'entrepreneur y voit également une façon de sauvegarder ce patrimoine industriel. On pense que détruire ce bâtiment-là, ce serait une chance perdue de mettre en avant l'histoire de Romans. C'est quand même l'usine Jourdan qui a fait rayonner Romans à travers le monde. Et du coup, nous, nouveaux entrepreneurs romanais, on pense que ça peut aussi nous aider à faire rayonner notre ville, nos emplois, nos savoir-faire. Et du coup, c'est une chance pour tous. 6000 m² de locaux, un restaurant et un parc ouvert au public. Pour les architectes en charge du projet, l'ambition est aussi de conjuguer le passé du site avec son futur. Il va falloir amener une image de modernité. Et ça, c'est notre travail, de trouver la bonne combinaison, le bon équilibre entre les deux parties et montrer que les deux parties sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut regarder vers le passé, valoriser ce bâtiment et en même temps se projeter sur l'avenir avec une nouvelle activité, une nouvelle image, de la modernité, mais que ça soit complémentaire, que ça ne soit pas une opposition.
Coût de l'opération, 5 millions d'euros. Un projet que Thomas Hurier n'aurait jamais imaginé au lancement de sa marque. Ils sont loin les débuts de l'aventure quand l'entrepreneur ambitionnait de vendre 2000 jeans par an. En 3 ans, le chiffre d'affaires de sa société a été multiplié par 10 et son développement nécessite plus d'espace et des embauches. On imagine créer 30 emplois grâce à ce concept-là, sans compter la dynamique de notoriété qui va suivre en fait cette ouverture chez Jourdan, et on la vit déjà à travers toutes les retombées que l'on a depuis qu'on a proposé l'idée d'ouvrir notre atelier chez Jourdan. Reste maintenant à remporter l'appel d'offres lancé par la ville et l'agglomération. La start-up est aujourd'hui en concurrence avec un projet immobilier et une résidence pour personnes âgées. Et on croise les doigts pour eux. Skions ensemble, c'est le mot d'ordre lancé par les élèves du lycée des métiers de la montagne de Saint-Michel-de-Maurienne avec la Fédération handisport de ski et plusieurs associations locales. Au Corbier, en Maurienne aujourd'hui, cette manifestation permettait aux jeunes d'appréhender cette clientèle spécifique autour du plaisir du ski. Bernard Portugal et Frédéric Pasquet y étaient. Skier ensemble pour mieux se connaître et se comprendre. Demain, ces élèves du lycée des métiers de montagne de Saint-Michel-de-Maurienne seront pisteurs ou moniteurs. Alors pendant toute la journée, ils ont partagé leur passion avec des skieurs handicapés. Le but, c'est un peu d'ouvrir l'esprit aux jeunes maintenant, surtout au lycée, qui préparent des futurs moniteurs. C'est important de voir autre chose que du chrono actuellement. Comment préparer une station handicap, des choses comme ça. Le but, c'est vraiment qu'il y ait des lycéens, des futurs professionnels qui se rencontrent, qui parlent, qui échangent entre eux. Pour cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de la passion, plusieurs skieurs de haut niveau, valides ou handicapés, ont répondu présent. Des athlètes venus partager leur expérience et leur vécu avec les lycéens. C'est vrai que c'est une journée qui est assez complète, qui est assez riche en échanges et en partage. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment sympa. Et puis on passe toujours des bons moments ensemble. Donc c'est la deuxième année que j'y participe, mais c'est toujours avec grand plaisir. Chacun peut participer, faire partager son expérience, nous en tant que skieurs valides de haut niveau, et puis les skieurs handisport aussi, les jeunes. Et puis c'est une belle journée de partage où chacun vient piocher des infos, vient piocher des expériences, et puis en plus on a du soleil aujourd'hui, donc c'est tout bénef. Valide ou handicapé, aujourd'hui plus que jamais, le ski veut s'ouvrir à tous les pratiquants, quelle que soit leur aptitude physique. Et même si des progrès restent à faire dans ce domaine, la mixité est une notion omniprésente dans la formation des professionnels de demain. C'est à cet âge-là, voire même un peu plus jeune, qu'on acquiert le vivre ensemble en fait. Et pour moi, c'est vraiment très important de sensibiliser les jeunes aux problématiques de handicap. Ouais. Quand on voit après qu'ils montent sur un fauteuil pour faire du ski et tout ça, c'est formidable. Il y a des leçons à retenir de ça et je pense que moi je leur dis bravo parce que c'est impressionnant. Au total, près de 170 skieurs ont participé à cette journée qui s'est conclue par une table ronde consacrée à l'accueil des skieurs handicapés dans les stations. Un coup d'œil sur notre site internet France 3 Alpes avec cet avertissement. Skier dans une réserve naturelle peut coûter cher. Depuis le début de la saison de ski, des opérations réunissant une quinzaine d'agents de l'État ont été menées au sein de la réserve de Méribel. Plusieurs skieurs hors piste ont écopé d'une amende de 135 €, dont 2 moniteurs professionnels. Après la montagne, d'autres cimes, mais musicales cette fois, avec la programmation de la 36e édition du festival Jazz à Vienne, dévoilé ce matin. Plus de 200 concerts programmés entre le 28 juin et le 15 juillet. Et c'est le trompettiste franco-libanais Ibrahim Mahalouf qui ouvrira les festivités. Et parmi les autres têtes d'affiche, Diana Krall, Seal, Gregory Porter ou encore John McLaughlin, Brad Meldo avec Marc Giuliana. On écoute tout de suite le coordonnateur artistique du festival. Il y a quelque chose qui réunit tous ces artistes, c'est qu'il y a le thème de cette année qui est les cordes, à la fois les cordes vocales et les cordes de guitare, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de chanteurs et de chanteuses à Jazz à Vienne cette année et également de grands guitaristes du jazz et puis des familles cousines. On fêtera également 2 anniversaires, les 75 ans de Chick Corea et les 90 ans de Randy Weston, sans oublier 2 hommages qu'on va rendre à 2 musiciens qui ont marqué l'histoire de la musique et qui continuent d'influencer les musiciens, c'est Chet Baker et Django Reinhardt. Et cette nouvelle édition de Jazz à Vienne est marquée par un changement de direction. C'est un administrateur, un manager qui succède à Stéphane Kochorian, le pianiste de jazz. Il s'appelle Samuel Riblier. Au portrait Aurélie Massé, Vincent Abran.
Nous vous passons le relais. Sur la scène de l'amphi, Samuel Ribier, le nouveau patron de Jazz à Vienne. Après un musicien, c'est un gestionnaire, un homme rodé au management qui prend la direction du premier festival musical d'Auvergne-Rhône-Alpes. Statut associatif jusqu'en 2011, cet événement est désormais géré par la communauté d'agglomération du pays viennois qui souhaite conforter sa situation financière. L'année 2015 est une année contrastée puisque nous avons en même temps battu le record de festivaliers et en même temps accusé un déficit de l'ordre de 190 000 € sur un budget de 5 millions d'euros. Donc il n'y a pas de panique à avoir, simplement il y a à prendre en compte ce fait-là, c'est-à-dire que ce festival est très bien fréquenté, il a en quelque sorte une crise de croissance. Les recettes sont en effet en baisse sur le théâtre antique, unique scène payante de Jazz à Vienne. Un festival dont le modèle économique repose essentiellement sur la billetterie et le partenariat. Les subventions publiques ne représentent que 20% du budget. C'est un point faible, c'est un point fort en même temps. Je dirais que c'est un point fort quand on voit la raréfaction des deniers publics, mais c'est un point faible lorsque nous avons un moment, un creux dans la vente des billets. Donc la Chambre régionale nous dit simplement essayer de reconstituer des fonds propres, donc dégager des marges sur les bonnes années, de sorte de pouvoir faire face à un éventuel accident. La Chambre régionale des comptes qui invite aussi la direction du festival à se pencher sur le coût des spectacles. À l'avenir, il lui faudra également mieux contrôler la vente des billets par des organismes extérieurs. Une expo maintenant à l'ancien musée de Grenoble, le travail d'artistes qui ont travaillé sur les traces laissées par les catastrophes nucléaires de Fukushima et Tchernobyl. On connaissait le cri de Munch, voici le cri de Fukushima, signé Barbara, peintre hollandaise, installée depuis 20 ans à la Tour du Pin. C'est le signal nucléaire, c'est la vague qui arrive, l'explosion nucléaire. C'est très pessimiste quand même tout ça. Oui, mais il y a quand même une lumière toujours. Dans tous mes tableaux, il y a une lumière parce que je crois quand même à la force de la nature. Et j'ai l'espoir que, comme dans ce tableau, les usines ils sont éteintes et la nature il reprend son élan. Il n'empêche que le petit garçon qu'elle peint au moment de la catastrophe au Japon a dans son assiette. Menu du jour, c'est le poisson pollué sur son lit dans le gaz radioactif. 12 €. C'est cher payé, je trouve, pour des choses qui nuisent à la santé. Réveiller les consciences, susciter la réflexion sur les dangers de la radioactivité, c'est le point commun, et l'engagement de tous ces artistes qui jouent aussi, pour convaincre, la carte de l'humour. Alors devant vous, vous avez un liquidateur de Tchernobyl plutôt, vu son habit. Et c'est un monsieur donc en fin de vie, ou presque mort, déjà mort. Et donc il est venu dans les Alpes pour se refaire une santé. Donc avec des bons produits locaux, du saucisson, de la tome. Donc ça lui permet d'avoir des vapeurs régénératrices. Et peut-être qu'il va un peu ressusciter. On voudrait quand même que de plus en plus l'art soit un levier justement pour stimuler la pensée, l'imaginaire sur toutes ces problématiques que l'on rencontre actuellement sur la planète, quoi. L'art qui laisse place à l'imaginaire, mais l'exposition table sur la pédagogie. Gérard Bournet a pendant 3 ans travaillé sur un album de documentation qu'il a voulu différent. En fait, je me suis rendu compte que peut-être c'était ce qui faisait fuir un certain nombre de lecteurs et un certain nombre de personnes. C'était une posture très militante, très antinucléaire et quelque part très austère et puis très péremptoire en fait. L'association Sortir du nucléaire a voulu d'abord raconter des destins humains. L'histoire de ceux qui ont vécu des drames nucléaires au Japon il y a 5 ans et à Tchernobyl il y a près de 30 ans. Direction le zoo du Puy, dans la Drôme maintenant, vous ne le connaissez sans doute pas. C'est un zoo privé qui recèle de nombreuses espèces d'animaux différentes. Plus de 200, il fête ses 40 ans cette année. En 1976, ce n'était qu'un champ de 6 hectares. Bernard Liozu en a fait petit à petit un grand jardin aux oiseaux. Au début, il n'y avait que des canards, des autruches et des chèvres naines. Aujourd'hui, le zoo du Puy abrite 1 millier d'animaux, plus de 215 espèces différentes, gérées par le fils du fondateur. C'est vraiment un parc animalier privé, privé de tout, notamment de subventions, alors qu'on travaille comme un musée, on a un conservatoire d'animaux vivants.
On a des contraintes d'ailleurs réglementaires qui vont dans ce sens-là. On travaille avec des espèces protégées, on ne fait pas ce qu'on veut avec, on est obligé d'obtenir des dérogations et des autorisations. Et par contre, on n'a aucune subvention pour faire ça. Donc on ne vit que des entrées des visiteurs. Alors le petit coin-coin. Quand un œuf est pondu à Noël, il éclot dans une couveuse bien au chaud comme cette petite oie Céréops d'Australie. Un oiseau sauvé du froid, comme le faisaient autrefois les fondateurs du parc. Il y avait une coupure de courant au moment où les œufs étaient en couveuse, ils devaient éclore cette nuit-là. Gros orage, et donc mes parents n'ont pas eu le choix, ils ont pris les œufs d'autruche pour les garder au chaud dans leur lit. Et dans la nuit, ça n'a pas raté, les autruchons ont éclos. Tempête de 1999, crise de la grippe aviaire en 2006, autant d'épreuves difficiles qui auraient pu mettre fin à cette belle aventure familiale. Le zoo a su résister. Des spectacles sont organisés pour mieux faire connaître ces espèces menacées, comme le hara macao. C'est des oiseaux qui ont un caractère, qui sont très intelligents, qui ont des capacités. Voilà. Donc, et qui malheureusement sont menacés. Alors menacés par quoi? Eh bien la déforestation. Alors toute l'équipe du zoo partage souvent